Voici le drone à 55 000 $ qui paralyse toute la machine de guerre russe. Il n'est pas furtif, il n'est pas high-tech, et il n'est certainement pas joli. Mais le FP1 ukrainien est discrètement devenu l'une des armes les plus dévastatrices de la guerre, frappant des raffineries de pétrole, des aérodromes, des stations radars et des usines en plein cœur du territoire russe. Bon marché, rapide à fabriquer et presque impossible à arrêter. Le FP1 est produit à un rythme de 200 unités par jour, offrant à l'Ukraine une puissance de frappe à longue portée supérieure à celle de la plupart des pays de l'OTAN réunis. Le FP1 représente un changement majeur dans les capacités militaires de l'Ukraine, un changement qui pourrait paralyser l'effort de guerre russe. Cela démontre clairement à quel point un drone de frappe à longue portée peut être puissant. Voyons pourquoi la doctrine militaire traditionnelle supposait que les armes de frappe en profondeur devaient être sophistiquées, précises et capables de survivre. Cela a conduit à des systèmes comme le missile de croisière Tomahawk, qui coûte environ 2 millions de dollars l'unité et intègre une technologie de terrain avancée. Suivant le radar, le GPS, l'INS, la navigation et des composants électroniques robustes, résistants à la guerre électronique. La logique semble raisonnable au premier abord. Si vous allez frapper des cibles à des centaines de kilomètres derrière les lignes ennemies, il vous faut des armes capables de naviguer sur des itinéraires complexes, d'éviter les défenses aériennes, de résister au brouillage et d'atteindre leurs cibles de manière fiable. Cela a naturellement fait grimper les coûts, car les ingénieurs ont ajouté couche après couche de capacités pour garantir le succès de la mission. Mais l'expérience de l'Ukraine avec le Shahed 136 conçu par l'Iran et déployé par la Russie a révélé cela. La guerre moderne ne dépend pas de qui a le plus d'argent à dépenser pour un seul missile, mais de combien de missiles à faible coût peuvent être lancés le plus rapidement possible. Donc, dans une guerre conventionnelle de haute intensité, la simplicité pourrait en fait être plus efficace que la sophistication. Le chat avait coûté entre 20 000 et 50 000 $ à fabriquer, alors que l'Occident devait utiliser des intercepteurs à 1 million de dollars pour les abattre. Même lorsque les forces ukrainiennes défendaient avec succès leur ville, elles perdaient à la guerre économique à chaque affrontement. Les ingénieurs ukrainiens de Firepoint ont compris que ce même principe pouvait fonctionner à l'envers, si la Russie épuisait le budget de la défense aérienne de l'Ukraine, avec des drones d'attaque bon marché. Pourquoi l'Ukraine ne pourrait-elle pas épuiser la capacité industrielle militaire de la Russie, avec des plateformes d'attaque tout aussi bon marché? La réponse a été le FP1, et la philosophie de conception qui le sous-tend montre pourquoi, parfois, moins c'est vraiment plus. Firepoint a pris une décision cruciale qui a distingué le FP1 de ses concurrents comme le drone Lyuti. Alors que l'industrie de défense ukrainienne, ou Ukroboronprom, avait initialement présenté le Lyuti comme une plateforme multifonctionnelle, pouvant servir à la fois de drone suicide et de drone de reconnaissance réutilisable, Firepoint a conçu le FP1 dès le départ comme une arme d'attaque à usage unique. Cette distinction peut sembler mineure, mais elle change tout dans la façon dont le drone est construit. Une plateforme de reconnaissance réutilisable doit survivre à des centaines d'heures de vol. Elle nécessite des matériaux durables, une construction robuste, des systèmes sophistiqués qui ne tomberont pas en panne avec le temps, ainsi qu'un contrôle qualité rigoureux pour garantir la fiabilité. Pensez-y comme à la différence entre une tasse à café en céramique et un gobelet jetable. L'une doit durer des années, l'autre doit simplement fonctionner une seule fois. En acceptant que le FP1 n'accomplirait qu'une seule mission, Firepoint a pu éliminer chaque composant qui ne contribuait pas directement à cette tâche unique. Le résultat, c'est un processus de production qui paraît presque absurdement simple pour un système d'armes capable de frapper des cibles à plus de 1000 km. Les journalistes qui ont visité l'usine de production de Firepoint en décembre 2025 décrivent ce qu'ils ont vu comme révolutionnaire. Dans sa simplicité, le fuselage n'est pas un matériau composite soigneusement traité, mais du plastique thermoformé sous vide. La baise avionique n'est pas un boîtier en aluminium usiné avec précision, mais du contreplaqué découpé au laser. Le réservoir de carburant est simplement en plastique. Le moteur est littéralement un petit moteur de mobilette, du genre que l'on peut commander chez un fournisseur commercial. L'aile et l'empennage sont montés sur 6 tiges en carbone et reliés au fuselage à l'aide de colliers de serrage, de pinces et d'élastiques. Tout cela ressemble à quelque chose construit dans un atelier de garage, pas dans une usine de production militaire, mais c'est précisément le but. En utilisant des composants disponibles dans le commerce et des techniques d'assemblage simples, Firepoint a créé un drone qui peut être fabriqué en 3 jours par des ouvriers qui n'ont pas besoin de plusieurs années de formation spécialisée.
Comparez cela aux missiles de croisière occidentaux, qui nécessitent des mois de production, des installations spécialisées et des ouvriers disposant d'habilitations de sécurité. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Alors que la construction physique du FP1 est délibérément primitive, les logiciels et les systèmes de guidage font partie des plus avancés que l'Ukraine puisse offrir. Sur les 3500 employés de Firepoint, environ 650 sont des ingénieurs, dont beaucoup sont d'anciens combattants démobilisés, spécialisés dans la guerre électronique, la résistance et la planification de missions de frappe. La société dépenserait environ 475 millions de dollars par semaine pour l'ensemble de ses programmes de recherche et développement. Cela crée un hybride fascinant, un drone avec la complexité physique d'un grand modèle réduit d'avion, mais avec les capacités de navigation et de guidage d'un missile de croisière moderne. Le FP1 peut suivre des trajectoires complexes, résister à la guerre électronique russe, et frapper de manière fiable des cibles éloignées. Bien qu'il soit maintenu ensemble avec ce qui s'apparente à des colliers de serrage et du ruban adhésif, c'est la preuve que la capacité militaire moderne réside davantage dans les logiciels que dans le matériel. Les chiffres de production sont également remarquables, avec un rythme de fabrication de 200 drones par jour. Firepoint produit plus de plateformes de frappe à longue portée en un seul mois que de nombreux pays n'en acquièrent en plusieurs années. Pour donner un contexte, les États-Unis ont actuellement la capacité de produire environ 50 Tomahawk par mois, mais les achats réels sont nettement inférieurs, avec environ 40 à 60 missiles par an. Mais Firepoint produit 6000 drones FP1 chaque mois. Ce n'est pas seulement un ordre de grandeur différent, c'est une approche complètement différente de la production militaire, qui privilégie la quantité à la capacité individuelle de chaque plateforme. Et lorsque vous examinez les implications stratégiques, la logique devient évidente. Faisons quelques calculs simples pour que vous puissiez comprendre à quel point cette arme nécessite peu de budget. À 55 000 $ par unité, et avec un rythme de production de 200 par jour, Firepoint peut fabriquer pour 11 millions de dollars de capacité de frappe chaque jour sur un mois. Cela représente 330 millions de dollars de drones d'attaque longue portés sur un an, soit près de 4 milliards de dollars de plateformes de frappe qui sortent maintenant des chaînes de production ukrainiennes. Comparez cela au coût de la défense aérienne de la Russie. Un missile russe, S-400, coûte environ entre 2 et 6 millions de dollars selon la variante. Même si l'on suppose que les intercepteurs S-400 les moins chers coûtent 2 millions de dollars chacun. La Russie doit dépenser 40 $ en défense aérienne pour chaque dollar dépensé par l'Ukraine en drone. Et cela, avant même de prendre en compte les systèmes radars, les lanceurs, les véhicules de transport et les équipes d'opérateurs nécessaires pour faire fonctionner les batteries S-400. Mais la situation empire pour la Russie. Le S-400 n'est pas optimisé pour abattre de petits drones lents volant à basse altitude. Il est conçu pour engager des avions de chasse, des missiles de croisière et des missiles balistiques à haute altitude et à longue portée. Utiliser un S-400 pour abattre un FP1, c'est comme utiliser une masse pour écraser des mouches. Sauf que la masse coûte des millions de dollars et que vous avez un entrepôt rempli de mouches. La véritable défense de la Russie contre le FP1 repose sur un système en couches, comprenant la guerre électronique et la défense aérienne à plus courte portée, comme le Panzersohn, des avions de chasse en patrouille, et même des équipes de mitrailleuses qui essaient d'abattre les drones manuellement. Chaque couche coûte de l'argent et nécessite du personnel. Chaque engagement, qu'il soit réussi ou non, consomme des ressources que la Russie doit remplacer, et c'est là que la stratégie de l'Ukraine devient vraiment ingénieuse. En produisant 200 drones FP1 par jour, elle peut maintenir un rythme offensif qui submerge tout simplement la capacité défensive de la Russie. Même si la Russie abat 90 des drones entrants, ce qui est une estimation optimiste, cela signifie que 20 drones par jour atteignent quand même leur cible. Cela fait 600 frappes réussies par mois touchant les infrastructures militaires russes, les raffineries de pétrole, les dépôts de munitions, les centres de commandement et les centres logistiques. Le ciblage stratégique des infrastructures énergétiques de la Russie révèle toute l'ampleur de ce que l'Ukraine accomplit. Rappelez-vous, environ 60% de toutes les frappes sont menées uniquement par des FP1, donc la majorité des frappes remarquables pourraient avoir eu lieu grâce à ce simple drone. Et l'ampleur des dégâts est tout simplement incroyable. Selon plusieurs sources militaires ukrainiennes, des frappes à longue portée ont gravement endommagé la capacité de raffinage de pétrole et de gaz de la Russie tout au long de 2025. Les raffineries de Ryazan, Tuapse, Nijni Novgorod et plusieurs installations au Tatarstan ont toutes subi des attaques répétées. Chaque frappe
ne détruit pas seulement l'infrastructure physique, elle oblige la Russie à détourner des ressources pour les réparations, augmente les coûts d'assurance, perturbe les chaînes d'approvisionnement et envoie des signaux aux marchés mondiaux de l'énergie, indiquant que la capacité de production russe est vulnérable. Mettons cela en termes économiques. Les exportations de pétrole et de gaz de la Russie génèrent environ 200 milliards de dollars par an, ce qui représente environ 40% du budget fédéral. La capacité de raffinage a un impact direct sur la quantité de produits des pétroliers raffinés que la Russie peut vendre, et les produits raffinés se vendent à des prix plus élevés que le pétrole brut. Chaque point de pourcentage de capacité de raffinage que l'Ukraine élimine se traduit par des milliards de revenus perdus. Les frappes ukrainiennes auraient réduit la capacité de raffinage russe d'environ 10% par rapport au niveau d'avant-guerre. Cela représente des pertes potentielles annuelles de 20 milliards de dollars en exportation de produits raffinés. Encore plus significatif, la menace constante des frappes de drones a forcé la Russie à détourner des systèmes de défense aérienne du front pour protéger les infrastructures stratégiques. Les batteries S-400, qui devraient protéger les forces russes en Ukraine occupées, sont plutôt déployées autour des raffineries ou des dépôts de munitions. Cela crée un dilemme stratégique que la Russie ne peut pas résoudre facilement. Protéger les raffineries, et les forces russes en première ligne perdent leur couverture anti-aérienne contre les drones et avions ukrainiens. Protéger les lignes de front, et les raffineries brûleront. Avec l'Ukraine produisant 200 drones FP1 par jour, la Russie est confrontée à ce choix chaque jour, sans bonne option. Mais pour vraiment comprendre pourquoi le FP1 représente un développement aussi révolutionnaire, nous devons le comparer à d'autres systèmes de frappe à longue portée déployés par différentes nations. Commençons par le Shahed 136 iranien, que la Russie a utilisé massivement tout au long de la guerre. Le Shahed coûte entre 20 000 et 50 000 dollars. Il vole à des vitesses allant jusqu'à 110 miles par heure et transporte une ogive d'environ 100 livres. Il est efficace, peu coûteux, et a forcé l'Ukraine à développer des stratégies défensives entièrement nouvelles. Le FP1 coûte un peu plus cher, à 55 000 dollars, mais il transporte plus du double de la capacité d'ogive, soit 250 livres, et vole à des vitesses suffisantes pour atteindre des cibles à 1000 miles de distance. Plus important encore, l'Ukraine les fabrique localement à grande échelle, éliminant ainsi les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et permettant une adaptation rapide basée sur l'expérience du combat. Et les alternatives occidentales sont encore pires à certains égards. La munition rôdeuse américaine Switchblade 600 coûte environ 70 à 80 000 dollars par unité, mais elle n'a qu'une portée de 40 km et une ogive de seulement 30 kg. Le missile britannique Brimstone coûte environ 150 000 dollars par unité avec une portée de moins de 25 km. Même la munition rôdeuse turque plus sophistiquée qu'Argu-2, qui coûte environ 80 000 dollars, n'a qu'une portée de 100 km. Le FP1 n'est pas seulement moins cher par unité, il offre une portée stratégique bien plus importante par dollar dépensé, pour le prix de 2 missiles Brimstone. L'Ukraine peut fabriquer 5 drones FP1 capables de frapper des cibles à plus de 1600 km, pour le prix d'un seul missile de croisière Tomahawk. Avec 2 millions de dollars, l'Ukraine peut produire 36 drones FP1. Encore plus révélatrice est la comparaison avec les propres systèmes alternatifs de l'Ukraine. Le drone longue portée Lyuti, développé par Ukroboronprom, coûterait environ 200 000 dollars par unité, soit environ 4 fois le prix du FP1. Bien que le Lyuti puisse avoir quelques capacités supplémentaires grâce à sa conception polyvalente, le taux de réussite du FP1 suggère que ces capacités supplémentaires n'améliorent pas réellement l'efficacité des missions contre les cibles. L'Ukraine doit en réalité toucher. Cette différence de coût permet à l'Ukraine d'adopter des tactiques qui seraient impensables avec des systèmes plus coûteux, comme les missiles Tomahawk à 2 millions de dollars chacun. Chaque lancement nécessite une sélection minutieuse des cibles et une collecte de renseignements approfondis pour s'assurer que la cible justifie le coût. Avec les drones FP1, à 55 000 dollars, chacun l'Ukraine peut se permettre de prendre des risques calculés. Ils peuvent frapper des cibles d'opportunité, mener des attaques de suivi pour achever des installations endommagées, et même utiliser des drones pour la reconnaissance par le feu, afin d'identifier les systèmes de défense aérienne dissimulés. La méthodologie de production qui permet ces économies représente une inversion complète de la façon dont les armées occidentales conçoivent la fabrication des armes. Lorsque le Pentagone développe un nouveau système d'armes,
Le processus implique généralement des années de collecte des besoins, d'appels d'offres concurrentiels, de développement de prototypes, de tests approfondis et d'une montée en puissance progressive de la production. Firepoint est passé du concept à la production de 200 drones par jour en moins de 3 ans. Ils ont réussi cela en adoptant des principes qui horrifieraient la défense traditionnelle. Entrepreneurs. Utiliser des composants commerciaux prêts à l'emploi autant que possible. Privilégier la rapidité de production plutôt que la perfection. Accepter que certains drones échoueront et itérer rapidement en fonction des résultats du combat. Cette approche ne fonctionne que parce que Firepoint peut tester plusieurs drones chaque jour dans des conditions de combat réelles. Lorsqu'un lot de FP1 rencontre de nouveaux systèmes de guerre électronique russes, les ingénieurs de Firepoint voient les résultats en quelques heures. Ils modifient le logiciel, testent les changements et déploient des versions améliorées en quelques jours. Les processus d'acquisition occidentaux traditionnels mettent des mois, voire des années, à mettre en œuvre des mises à jour similaires. La capacité de fabrication distribuée offre un autre avantage crucial. Defense Express rapporte que Firepoint utilise plusieurs sites de production, ce qui rend la capacité de fabrication très résistante aux frappes russes. Même si une installation est détruite, les autres poursuivent la production. Comparez cela à la fabrication de missiles de croisière occidentaux, qui dépend généralement d'un petit nombre d'installations hautement spécialisées. Celles-ci deviendraient des cibles évidentes lors d'un conflit entre pairs. Mais peut-être que l'aspect le plus important du succès du FP1 est ce qu'il révèle sur la nature changeante de la puissance militaire. Pendant des décennies, la pensée militaire occidentale a supposé que sa sophistication technologique lui donnait l'avantage décisif. Cela a conduit à des systèmes d'armes comme le destroyer de classe Zumwalt, à 75 milliards de dollars par navire. Le programme Future Combat Systems, qui a coûté 18 milliards de dollars sans déployer un seul véhicule opérationnel, et le programme d'hélicoptères Comanche de l'armée, qui a englouti 7 milliards de dollars. Avant l'annulation, l'hypothèse de base était que la technologie avancée multiplie tellement l'efficacité au combat que de petits nombres de plateformes supérieures surpassent de grands nombres de plateformes inférieures. Un seul F-35 peut dominer l'espace aérien, là où des dizaines d'appareils plus anciens auraient du mal. Un seul destroyer Aegis peut engager des menaces qui nécessiteraient plusieurs navires de guerre conventionnels, pour être contrés lors de conflits de faible intensité, contre des adversaires technologiquement inférieurs. Cette hypothèse tenait, mais l'expérience de l'Ukraine suggère que, dans des conflits de haute intensité contre des adversaires sophistiqués, cette logique ne fonctionne plus. Le problème n'est pas que les systèmes avancés manquent de capacité. Un F-35 est indéniablement plus performant que n'importe quel chasseur de 4e génération. Le problème, c'est que les systèmes avancés ne peuvent pas être produits, entretenus ou déployés en quantité suffisante pour faire la différence. Lorsque les taux d'attrition sont élevés et que les cibles sont nombreuses, considérez la situation stratégique à laquelle l'Ukraine est confrontée. La Russie exploite des milliers de cibles militaires réparties sur un territoire couvrant 11 fuseaux horaires. Les postes de commandement, dépôts de munitions, centres logistiques, aérodromes, jonctions ferroviaires, installations de stockage de carburant, ateliers de réparation, centres d'entraînement et des centaines d'autres cibles contribuent tous à l'effort de guerre de la Russie. Détruire ou endommager ces cibles affaiblit la capacité militaire russe et les oblige à dépenser des ressources pour les réparations et la reconstruction. Avec des missiles Tomahawk coûtant 2 millions de dollars, chacun l'Ukraine pourrait théoriquement frapper 500 cibles si les États-Unis fournissaient pour 1 milliard de dollars de missiles de croisière. Cela semble important, jusqu'à ce que l'on réalise que la Russie possède des milliers de cibles militaires. Même si chaque missile atteignait sa cible, la Russie absorberait simplement les pertes et poursuivrait ses opérations. L'impact stratégique serait limité. Avec des drones FP1 à 55 000 dollars chacun, le même milliard de dollars pourrait théoriquement produire 18 181 drones. Même en supposant des pertes importantes dues aux défenses aériennes et des échecs opérationnels. Cela représente une capacité de frappe suffisante pour toucher chaque cible militaire russe importante à plusieurs reprises. Désormais, l'impact stratégique devient écrasant, même avec des estimations prudentes de l'efficacité des défenses aériennes. Le taux de production relativement élevé se traduit par des centaines, voire potentiellement des milliers, de frappes réussies chaque mois. Aucune armée ne peut supporter un tel niveau d'attrition contre des infrastructures critiques tout en maintenant des opérations offensives. Les implications vont bien au-delà de l'Ukraine. Si un pays relativement petit, en pleine invasion,
peut développer et déployer des capacités de frappe à longue portée qui rivalisent avec celles des grandes puissances, voire les dépassent, nous pourrions assister à un changement radical du concept de conflit futur. Le développement du FP1 illustre également comment l'Ukraine est devenue un terrain d'essai pour l'avenir de la guerre. Firepoint a développé ce petit drone à travers des milliers de missions de combat, une itération constante basée sur les résultats du champ de bataille et une ingénierie sophistiquée pour déjouer les contre-mesures russes. La gestion de la signature thermique du drone, ses algorithmes de navigation résistants au brouillage GPS et ses conceptions structurelles optimisées pour la production de masse représentent tous des avancées de pointe. La décision de l'entreprise de développer son propre propulseur solide pour les lancements de boosters met particulièrement en avant cette innovation. Les boosters à carburant solide offrent des avantages cruciaux pour les opérations de lancement dispersé. Ils ne nécessitent pas de procédures de ravitaillement complexes, peuvent être stockés pendant de longues périodes et permettent des cycles de lancement plus rapides. Mais le développement de propergols solides nécessite une expertise spécialisée en chimie, en sciences des matériaux et en protocoles de sécurité de fabrication. Defense Express rapporte que cette avancée a permis à Firepoint de se positionner pour développer des missiles balistiques. Cela représente une montée en puissance massive des capacités. Les missiles balistiques suivent des trajectoires très différentes de celles des missiles de croisière, comme le FP1, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à intercepter. Ils délivrent également des ogives à des vitesses beaucoup plus élevées, augmentant ainsi l'impact cinétique si Firepoint parvient à produire des missiles balistiques avec ne serait-ce qu'une fraction de l'efficacité qu'ils ont déjà atteinte. Avec le FP1, l'Ukraine disposerait de capacités de frappe comparables à celles des puissances militaires régionales. Mais au-delà des capacités techniques et des chiffres de production, l'impact le plus important du FP1 pourrait être psychologique. Depuis plus d'une décennie, la Russie s'est positionnée comme une superpuissance militaire, avec des systèmes d'armes sophistiqués et la capacité industrielle de soutenir des conflits prolongés. Les propagandistes russes se moquent régulièrement des armes occidentales, les qualifiant de trop chères et inefficaces. Ils affirment que les défenses aériennes russes peuvent abattre n'importe quelle menace. Et pourtant, voici l'Ukraine, un pays avec environ un tiers de la population de la Russie et une fraction de son budget militaire, produisant 200 drones d'attaque à longue portée par jour et frappant avec succès des cibles sur tout le territoire russe. Les défenses aériennes russes n'ont pas arrêté les attaques. Les contre-attaques russes n'ont pas détruit les installations de production de Firepoint, et la guerre électronique russe n'a pas empêché la navigation du FP1. Chaque frappe réussie du FP1 envoie un message. Les défenses aériennes russes ne sont pas impénétrables. Son infrastructure stratégique est vulnérable. Et l'Ukraine possède la capacité industrielle de soutenir cette campagne indéfiniment. Cela affecte également la perception internationale des capacités russes, la confiance des investisseurs dans les industries russes et le soutien intérieur russe à la guerre. Cela nous amène peut-être à la question la plus importante. Que va-t-il se passer ensuite ? Firepoint produit déjà le FP2, une plateforme similaire optimisée pour des frappes à plus de 200 km, avec une ogive de 100 kg. Cela comble le vide opérationnel entre les drones tactiques, comme les systèmes FPV opérant à moins de 25 km, et les systèmes stratégiques, comme le FP1 qui opèrent à des centaines de kilomètres. Le FP2 offre aux forces ukrainiennes la capacité de frapper les positions russes, les centres logistiques et les postes de commandement sur toute la profondeur du territoire occupé. L'entreprise a également dévoilé le missile de croisière FP5 flamand, bien que les détails restent limités. Ce que nous savons laisse penser que Firepoint applique la même philosophie de production de masse à des systèmes plus sophistiqués. S'ils parviennent à atteindre ne serait-ce qu'une fraction de l'efficacité de production du FP1, avec des missiles de croisière ayant une plus grande portée, des ogives plus puissantes ou des systèmes de guidage avancés, les implications stratégiques deviennent énormes, mais la vraie question est de savoir si d'autres nations adopteront l'approche de l'Ukraine. Le FP1 démontre que la production de masse de systèmes simples peut vaincre un plus petit nombre de plateformes sophistiquées. Cela suggère que l'ensemble du modèle occidental d'approvisionnement militaire pourrait devoir être repensé et reconstruit à partir de zéro. Au lieu de dépenser des milliards pour un petit nombre de systèmes sophistiqués, peut-être que les nations devraient investir dans la capacité de production pour un plus grand nombre de systèmes adéquats. Et ce n'est pas qu'une simple théorie non plus. Plusieurs nations européennes examinent déjà avec un vif intérêt les programmes de drones de l'Ukraine. La Pologne, les États baltes et les pays nordiques font tous face à des menaces potentielles de la Russie et cherchent activement des capacités défensives et offensives rentables. Le FP1 offre un modèle.
Identifier les besoins réels de la mission, éliminer la complexité inutile, optimiser pour la production de masse et itérer rapidement en fonction des résultats concrets. Les sous-traitants de la défense américains observent avec nervosité. Si le Pentagone décide qu'il lui faut 10 000 drones d'attaque à longue portée plutôt que 500 missiles de croisière, cela représente un changement fondamental dans les priorités d'approvisionnement, et des contrats valant des centaines de milliards de dollars. Les entreprises optimisées pour produire un petit nombre de systèmes sophistiqués devront complètement se restructurer pour une production à grande échelle. Mais il y a aussi une possibilité plus sombre. Si des nations relativement petites comme l'Ukraine peuvent développer ces capacités, d'autres le peuvent aussi. L'Iran produit déjà des milliers de drones Shahad chaque année pour l'exportation. Ce n'est pas totalement hors du domaine du possible qu'il puisse encore améliorer la conception. Pour la Russie, les implications sont potentiellement dévastatrices. Le pays mène une guerre où son adversaire peut frapper des infrastructures stratégiques sur l'ensemble de son territoire, et le coût économique de la défense dépasse ce que la Russie peut soutenir à long terme. Chaque système de défense aérienne protégeant une raffinerie est un système de défense aérienne qui ne protège pas les troupes au front. Chaque rouble dépensé pour des réparations est un rouble qui n'est pas dépensé pour des munitions ou des armes. Chaque point de pourcentage de capacité de raffinage détruit représente des milliards de revenus d'exportation perdus. Et l'Ukraine ne ralentit pas. Firepoint continue d'augmenter sa capacité de production. D'autres entreprises ukrainiennes développent leur propre système à longue portée. Le ministère de la Défense affine les priorités de ciblage et l'évaluation des dégâts de combat. Les forces ukrainiennes apprennent quels objectifs offrent la plus grande valeur stratégique et lesquels sont vulnérables aux frappes de drones. Comme l'a expliqué un ingénieur de Firepoint, nous n'essayons pas de fabriquer le drone le plus avancé au monde. Nous essayons de fabriquer suffisamment de drones pour gagner la guerre. Il y a une différence. Et cette différence pourrait bien déterminer qui remportera ce conflit et façonnera l'avenir de la guerre pour les décennies à venir. Merci d'avoir regardé. Pour voir comment l'Ukraine continue d'innover face à des obstacles écrasants, regardez notre vidéo sur le drone intercepteur Mangoust qui révolutionne la défense aérienne. Et pour rester informé des développements majeurs dans la technologie militaire mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour une analyse quotidienne.